monsieur. On me dit, moi j'ai cru qu'il était ivoirien. On me dit qu'il est sénégalais. Je vais prendre son propos, sa vidéo, et vous allez comprendre l'entendement des gens. C'est très important. Je ne fais pas une... Si un Ivoirien d'origine libanaise veut être président dans ce pays-là, il va être président pion. Si un Ivoirien d'origine libanaise veut être ministre, député, maire dans ce pays-là, il va être maire, il va être ministre, il va être député pion. Je vous dis très clairement, dans 20 minutes là, le live là, ça va chauffer, ça va péter, ça va chauffer. Ce qui me fait rigoler dans tout ça, c'est des gens d'origine libérienne. C'est eux qui vont dire à telle personne, tu ne peux pas être maire en Côte d'Ivoire, alors que toi, ton ethnie n'a pas 70 ans en Côte d'Ivoire, alors que les Libanais sont arrivés en Côte d'Ivoire avant ton ethnie. Toi, Ghanéen, c'est toi qui vas dire aux Ivoiriens d'origine libanaise qu'ils ne peuvent pas être maire ou député. Est-ce que ça va dans ta tête? Oublie pas. Bon, je vais dire quelque chose à ce monsieur. Faut qu'il apprenne son histoire. Non. Faut qu'il apprenne son histoire. Vous pouvez être intéressant, mais à un moment, il ne faut pas insulter, mépriser les personnes. Quand on ne sait pas des choses, il faut faire attention aux propos que l'on tient. La personne qui est en face de vous peut vous dire « Mon père est baoulé. Ma mère est gourou. Mon père est baoulé. Sur les documents des Occidentaux, des Blancs, on dit que les baoulés sont arrivés au XVIIIe siècle. Donc en 1700, si on fait plus 1, 18e siècle. Mais si vous cherchez, vous creusez, il y avait des baoulés qui étaient déjà là au 16e, 15e siècle. On les appelle les Satikins. Moi, je suis fier de mon histoire. Effectivement, mes origines sont aujourd'hui ce qu'on va dire ghanéennes. Ça ne me gêne pas. Mais je ne pense pas qu'au moment où nous arrivons, il y avait un seul Libanais sur le territoire ivoirien. Le territoire qu'on appelle Côte d'Ivoire. Ce territoire même n'était même pas encore appelé Côte d'Ivoire quand nous y étions. Donc c'est du mensonge. Je suis gourou par ma mère. Je ne pourrais pas vous donner l'année scientifique où les gourous étaient sur le territoire. Parce que il n'y a aucun document qui certifie que les gourous viennent de quelque part. Je suis désolé. Moi-même, je suis à la recherche de ce document, cher monsieur. Si vous me dites Libanais est en Côte d'Ivoire, montrez-les-nous. Montrez-les-nous. Mais au XVIIIe siècle, même le territoire appelé Côte d'Ivoire n'existait pas. Et je vais vous faire un petit cours d'histoire. Un petit cours d'histoire. Parce que, faut pas oublier que, avant la présence de ceux que vous défendez aujourd'hui, il y a les Français qui sont arrivés. D'accord? Il y a des Français qui étaient là. Parce que les Libanais sont arrivés après les Français. Pour différentes raisons. Ils sont arrivés à plusieurs stades. Il y avait eu un premier conflit, d'accord, avec les Ottomans. Certains sont venus pour des raisons économiques. Ils sont arrivés d'abord au Sénégal. Ils sont arrivés au Sénégal, monsieur. Et un petit peu en Côte d'Ivoire. Et puis, dans les années 30 et autres, ils sont encore venus. Et puis la dernière vague est arrivée, non, dans les années 70, ils sont encore venus. Et la dernière vague est arrivée, d'accord, vers les années 80. Il y a eu 3 vagues. 3 vagues de Libanais. Pour des raisons diverses. Précises, guerre, civile et autres, voilà. Et raisons économiques, bien évidemment. Mais il faut étudier l'histoire avant de venir dire des choses. Parce que quand vous tenez ces genres de propos que les Libanais sont là avant et les Baoulés viennent du Ghana, c'est une injure. Et même je dis aux gens du RHDP, quand il dit Houphouët-Boigny était Ghanéen et autres, et puis vous applaudissez, je pense que c'est votre méconnaissance et l'injure même que vous êtes en train de faire sur votre pays. Parce qu'au Sénégal, personne ne va dire qu'un président sénégalais, d'accord, est un Gambien. Jamais. Ils vont jamais accepter. Les propos qu'il tient là, il ne pourra jamais dire ça sur le Sénégal. Mais vous, à cause du contexte, d'accord, politique et historique en Côte d'Ivoire, quelqu'un vient s'asseoir là et dit tout et n'importe quoi, vous applaudissez. Vous avez déjà vu un Baoulé refuter son origine, en ce qui concerne son origine du Ghana. On est fiers. Vous n'avez pas vu Henri Konan Bédié aller en Suéta avant même son décès en 2020? On n'a jamais caché. Mais l'État est ce qu'il est. On ne nie pas nos origines. On est fiers de nos origines. Mais dans l'État de Côte d'Ivoire, quand l'État de Côte d'Ivoire a été créé, avec ses tests et ses documents, et personne ne peut nous enlever cela.
C'est des bêtises. Celui qui est complexé par rapport à son origine a un sérieux problème. Il faut être fier de son origine. Si tu viens de la planète Mars, dis que tu es fier de venir de la planète Mars. Tu viens du Burkina, dis que tu es fier de venir du Burkina. Tu viens du Mali, dis que tu es fier que tu viens du Mali. Alors, c'est quoi ces histoires où vous voulez essayer de bricoler les origines de ceux qui étaient là par rapport aux Libanais? Je vais vous dire quelque chose. Au moment où nos parents étaient là, quand les Français sont arrivés, vous savez ce qui s'est passé? La Côte d'Ivoire n'existait pas. Vous savez ce que nos parents faisaient? La première des choses que nos parents ont fait, ils ont fait la guerre. Ils ont combattu d'abord contre l'entrée des Français. Écoute, ouvre bien tes oreilles. Et ça s'est passé au nord, au sud, à l'est et l'ouest. Aucun peuple de la Côte d'Ivoire n'a accepté, d'accord, aussi pacifiquement et facilement l'arrivée des Français. Ça, c'est le premier élément. Et nous avons perdu des guerres. Moi, je prends l'exemple de mon peuple. Il y a une bataille qui s'appelle la bataille de Tia-Salé. Je vous invite d'aller sur cette page qui s'appelle « Cheveux crépus ». Histoire crépue, histoire crépue. Histoire crépue. Vous allez vous parler de la bataille de Tia-Salé. Vous savez, on a perdu combien de personnes? 1 million. Ça vous choque? En Côte d'Ivoire, pendant la crise post-électorale, on a dit on a perdu combien? 3000 personnes. Plus d'1 million, à peu près, de Baoulés ont perdu la vie dans cette bataille. Vous le voyez dans un livre d'histoire? Vous êtes choqués, vous êtes étonnés. La bataille de Tia-Salé, c'est à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France. Allez les documents. Et vous allez sur cette page TikTok, Histoire crépue. Il vous explique clairement. 1 million de Baoulés. 1 million de Baoulés. Vous êtes étonnés? 1 million de Baoulés. La fameuse bataille de Tia-Salé. Est-ce qu'on l'étudie dans nos manuels d'histoire? Et je ne vous parle pas de Zoku-Beli, je ne vous parle pas de toutes ces personnes qui ont résisté. Les Badieglo et tout, qui ont résisté. Vous croyez que les gens ont accepté la pénétration française? Mais au moment où nos parents résistaient, en fait, il a dit quelque chose qui est intéressant. On est venu trouver les Libanais. Est-ce que les Libanais ont combattu contre les colons? Est-ce que les Libanais ont combattu contre les colons? Puisqu'on est venu trouver les Libanais. Les Libanais ont combattu contre les colons? Est-ce que vous avez entendu que les Libanais, puisqu'on est venu trouver, oui, les Kouadjo Blanc et tout ça, est-ce que vous avez entendu, vous connaissez le nom d'un seul Libanais qui a résisté contre le colon? Donc vous dites des choses, et je pense que le manque de savoir est très dangereux. C'est bien hein, venir faire son intéressant sur les réseaux, dire tout et n'importe quoi, mais si vous ne vous documentez pas, vous êtes un danger pour la masse. Vous avez vu tout à l'heure quand je m'exprimais, j'étais en train de dire quelque chose de très important. On fait des vidéos, mais quand les gens corrigent, on va lire les commentaires pour nous-mêmes d'abord nous corriger. C'est très important parce que nul n'est parfait. Personne ne détient la science infuse. Les gens ici peuvent venir nous flatter, tu es intelligent, tu es comme ça, mais non. On ne vient pas devant les gens parce qu'on parle bien, parce qu'on paraît bien, mais parce qu'on veut apprendre et parce qu'on veut partager ce savoir. Est-ce que vous comprenez? Je dis, donnez-moi le nom d'un seul, parce qu'en fait, les Libanais, on les appelait les Syriens. Les Libanais, on les appelait les Syriens. Vous avez cité le nom d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, dans l'acronyme RHDP, c'est Rassemblement des Houphouëtistes. Je vais vous faire une anecdote. Il y a le nom de quelqu'un qui s'appelle Biaka Boda. Biaka Boda. Grand résistant du RDA, qui tenait tête aux colons. Vous savez comment il a disparu? Aux dernières nouvelles, dans les rapports, on dit que ce sont les Syriens qui l'ont coupé. C'est-à-dire, et les Syriens, on les assimilait aux Libanais. Leur rôle à l'époque coloniale, ils allaient dans nos campagnes. Ils faisaient du commerce. Ils s'incorporaient parmi nos populations pour parler la langue. Mais ils avaient aussi un rôle, d'accord, pour dire aux colons ce qui se passait. C'est l'histoire qui nous l'enseigne. Ce n'est pas mon grand-père qui a écrit. Ce sont des choses ce sont des sources qui attestent. Donc faites attention à ce que vous dites quand vous ne connaissez pas l'histoire. Je ne suis pas en train aujourd'hui de dire que ces gens qui sont d'origine tant sont dangereuses. Mais l'histoire aussi est là. Elle est importante. Si tu ne connais pas ton histoire, ne viens pas dire ici, d'accord? D'accord? Il y a quelqu'un qui me dit, je dis allez-y sur Histoire crépue. Je vais répéter. Histoire crépue. Histoire crépue. Vous avez des éléments d'histoire qui sont à la BNF, Bibliothèque nationale de France. Vous allez voir avec la fameuse bataille de Tia-Salé. C'est les Blancs même qui ont rédigé et autres. Allez voir pourquoi. En fait, le problème de nous les Africains, pourquoi? En fait, moi je vais pas faire des histoires drôles.
Je ne vais pas faire mensonge d'un soir, m'asseoir là sur mon siège et venir vous chanter comme en Côte d'Ivoire, à Nouamblé. Non. Histoire crépue, merci frère. Il a écrit Histoire crépue. Allez sur sa page. Vous allez regarder sur sa page si je vous raconte des conneries. C'est sourcé, c'est daté. Vous pouvez même aller en inbox, parler avec lui. Vous lui posez des questions. Il va vous donner les éléments. Elle ne figure pas dans nos bibliothèques en Côte d'Ivoire, mais je dis, dans la BNF, Bibliothèque nationale de France, vous avez tous ces éléments. Donc ça vous choque, parce qu'on n'en parle pas dans nos livres d'histoire. Mais allez regarder, vous avez les preuves. Il est même allé à Dembogro. Aussi, en parlant de l'autre là, j'oublie Samba quelque chose là. Ah, allez-y. Moi, je vous apporte des informations, allez vérifier. Vous venez me dire si je mens. Bref, on va pas ça. Voilà. Donc, pour revenir sur ce cas, c'est très important. C'est très, très important. Et je dis le premier territoire où les Samba Ambroise, merci, où les Libanais sont arrivés, ils sont arrivés au Sénégal. Mais lui, vous me dites qu'il est d'origine, il est un côté sénégalais ou il est d'origine sénégalaise. Mais je suis allé taper pour voir s'il y avait un seul élu d'origine au Sénégal. Il n'y en a pas. La famille Bourgi, elle est installée au Sénégal. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Au Sénégal, là, il n'y en a pas. Chez nous, en Côte d'Ivoire, je vais vous en citer. À Marcory, Docteur Lakis, il fait partie du conseil municipal de Marcory. À Lakota, Sami Meri, ça vous dit quelque chose? Meri, là, il est un côté aussi libanais. Il y a un monsieur Kofi Zarour du PDCI RDA qui est un côté aussi libanais. On peut parler des Ouaniens. Je crois qu'ils ont un côté arménien. L'Arménie n'est pas loin du Liban. Donc, ne venez pas... On a eu les Ange-Marie Battesti. Je ne pense pas que Battesti soit complètement... il soit complètement ivoirien. Même si on dit qu'il vient du Nord. Mais Battesti, regardez le nom. Je veux vous parler de la famille Bourgoin. Le nom Bourgoin, ça ne sonne pas. Jean-Louis Billon. Sam l'Africain. Elie Alassou. Ils sont plusieurs. Même dans le GPS, il y avait une fille là qui faisait du bruit un moment. Donc, ne venez pas dire aux Ivoiriens ce qu'ils ne sont pas. On est en avance sur plusieurs pays dans la zone. Mais le problème, est-ce que les gens qui ont eu cette nationalité se sont comportés comme des véritables patriotes? La Côte d'Ivoire a beaucoup donné au Liban, que le Liban a donné à la Côte d'Ivoire. Je le dis et j'assume ce que j'ai dit. Parce que j'ai même vu un documentaire de TV5 au moment où le Liban avait fait faillite, les diasporas en Amérique du Sud, et je crois aux États-Unis et en Côte d'Ivoire, étaient les diasporas les plus puissantes qui permettaient de faire vivre le Liban. Vous vous imaginez? Et dans ce reportage même, Docteur Lakis, qui est ivoirien, il est ivoirien. Parce que la double nationalité n'existe pas. Faisait convoyer des fonds de la Côte d'Ivoire et les faisait partir au Liban. Imaginez si des Ivoiriens font ça quelque part. Les gens diront fuite des capitaux. Nous savons comment les gens de la communauté libanaise sont tout puissants. Ils sont cités, et ce n'est pas les moindres. Je ne parle pas de citoyens ordinaires, des chefs d'entreprise puissants, dont on met la main sur eux. Et comme par enchantement, notre justice, elle est plus regardante vis-à-vis de ces gens, ils sortent 4 mois après. La justice est ce qu'elle est. Mais c'est mon point de vue. Je trouve que par moment, on est un peu trop avec certaines personnes qui sont puissants en termes de catégorie sociale, de la catégorisation sociale. Donc, je ne suis pas en train de faire le procès. Moi, j'ai vécu dans des pays étrangers. Je sais ce que c'est que vivre à l'étranger. Et dans ces pays où j'ai vécu, des gens, quelles que soient leurs origines, ont voulu, au moment opportun, ont voulu embrasser, d'accord, la nationalité de ces pays-là. Il n'y a pas eu des gènes. Il y a des gens dans ma famille qui ont d'autres nationalités. C'est leur droit. Mais ils se conforment aux règles de la République. Ils se conforment aux règles de la République. Ils ne sont pas des dangers. Ils respectent les règles de la République. Épouser une nationalité,
On ne l'épouse pas que pour des raisons seulement économiques. On mesure l'ampleur. Et c'est pour cela, je dis, même en Côte d'Ivoire, quand des gens sont naturalisés, il faut que des maires, il faut que des personnes, des officiers d'État viennent leur dire l'importance d'épouser une nationalité. On ne vient pas parce qu'on veut seulement embrasser des avantages. C'est comme un mariage, le meilleur et le pire. On ne dit pas seulement que le meilleur. C'est comme l'extraction du miel. Le miel qui est bon, qui est sucré, mais les piqûres des abeilles font mal. C'est comme la beauté de la rose. Elle est aussi belle, elle sent bon, mais s'en approcher, on peut en avoir mal à cause de ses épines et de ses ronces. Donc, c'est comme ça la nationalité ivoirienne doit être. Ça doit pas être un fameux sésame, un fameux passe-droit qui va donner milliards et fortune et impunité à certaines personnes au détriment des autres Ivoiriens. C'est souffrir avec les Ivoiriens. Prendre conscience des changements de mentalité en Côte d'Ivoire. Être des acteurs clés du développement en Côte d'Ivoire. Et ne pas seulement être dans les messes basses en Côte d'Ivoire et dans ce qui ne sied pas à la masse. Est-ce que les Ivoiriens ont le droit de parler de ce genre de sujet? Bien sûr qu'ils ont le droit. Parce que dans tous les États, en France même par exemple, souvent des partis politiques français viennent s'asseoir devant des médias et dire que on naturalise des gens, mais ces gens ne reflètent pas l'État. Pourquoi en Côte d'Ivoire, le sujet de certaines personnes qui ont des origines fâche tant? Les Togolais peuvent se permettre de parler de leur immigration et des populations étrangères. Ça ne va pas créer le courroux du monde. On a vu le Gabon récemment. J'étais même surpris que M. Oligui fut invité par M. Ouattara le 7 août à Bouaké. Parce que les Gabonais ont même chassé des Béninois. Je me suis dit que la Côte d'Ivoire, par le truchement du RDR, qui était dans l'opposition, a tellement pointé la Côte d'Ivoire comme l'État le plus extrême et ivoiritaire, on ne pouvait pas inviter Oligui. Mais les Gabonais parlent avec sérieux. Moi-même, je suis choqué par moments de leurs propos durs. Et ils parlent de leurs prochains Africains comme si ces gens-là ne sont pas des humains. Mais on a invité Oligui. Et pourtant, le RDR dans l'opposition, qu'est-ce que le RDR n'a pas fait? Le RDR a montré la Côte d'Ivoire comme un mini-Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Non, pour moi, il y a quelque chose qu'on appelle la cohérence. Si vous êtes, pour qu'on soit dans une sorte d'état universaliste Benetton, où on ne relève pas, d'accord, nos différences, mais on met juste le principe de la nation, il faut agir de façon juste. On ne peut pas dire, Madame Kandia Camara ne peut pas dire, à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de Baoulé, il n'y a pas de Bété, il n'y a pas de Gouro, il n'y a pas d'Aladjan, il n'y a pas de Sénoufo, il y a seulement des Ivoiriens. Si vous voulez qu'on atteigne ce niveau, et moi ce niveau, je ne suis absolument pas pour. Je le dis clairement. Je ne peux pas seulement me dire que je suis Ivoirien. Non, ce qui fait ma fierté d'être Ivoirien, c'est parce que mon père est Baoulé, ma mère est Gouro. Et ça, personne ne peut me l'enlever. D'accord? Parce que quand je regarde dans un pan de l'histoire, je suis fier de ce que mes parents Baoulé ont fait, ce que mes parents Gouro ont fait. Et c'est ce qui aussi me donne aussi, d'accord, l'envie de pouvoir me projeter dans un élan de nation. Il faut valoriser nos différences pour qu'on soit fiers d'être ensemble. Mais on ne peut pas dire faites abstraction de ce que vous êtes et puis on est une nation. Non, 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 non. Non, je suis désolé. Et c'est sur ce plan-là, d'accord, c'est sur ce plan-là que l'on veut y aller. Mais quand on veut aller sur ce plan, il faut que les bases soient bonnes. Il faut que les bases soient bonnes. Je me demande si par moment on réfléchit en Côte d'Ivoire. C'est pas une injure. Hein. Le vrai mal de la Côte d'Ivoire, je vous dis le vrai mal. Pourquoi on est là, hein? Pourquoi on en est là? Et je veux rassurer les frères et sœurs, vous qui faites des vidéos, qui parlez par rapport aux Libanais et autres, ce n'est pas mauvais. C'est normal. C'est normal. C'est des gens qui vont venir vous dire, oh là là, vous êtes... C'est normal qu'on se pose des questions. Acheter mon frangin disait quelque chose tout à l'heure. Le repli identitaire est dû à la situation du monde entier. Vous croyez qu'en 1970, des Ivoiriens venaient et puis ils parlaient des Libanais, ils s'en foutaient? Ils étaient combien les Ivoiriens? 4 millions, 5 millions, j'estime. Dans les années 60, 1066, je pense, on a eu ici avec l'Adiassi. L'Adiassi qui avait créé un peu des relents là en ce qui concerne l'occupation de certains postes par des étrangers, les Dahoméens, ce qu'on appelle les Béninois, qui occupaient des postes en fait, d'accord, des professeurs, d'instituteurs. Ils étaient même dans l'administration. Et puis, à un moment, il y a eu même des conflits avec les Dahoméens. Beaucoup sont rentrés. Mais il y a une bonne communauté de Dahoméens qui sont là depuis des générations, qui sont ivoiriens. Les Da Silva, les Dorego et autres, c'est des Béninois d'origine, mais qui sont restés en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Mais, je veux dire que dans les années 60-70, l'Ivoirien, il s'en foutait.
L'Ivoirien s'en foutait, locaux, compagnie, à Javon, tout ça. Mais les Ivoiriens s'en foutaient. Parce que il y avait du boulot pour tout le monde. Mais à partir du moment où il y a un ressenti sur une crise économique, ça ne va pas, mais ils vont dire que mais, les étrangers prennent tout ce que nous avons. Ça, c'est un discours de Marine Le Pen. Hein. Elle tient ça ici en France. Et c'est un parti qui est légal, qui est reconnu par la France. Aujourd'hui, ils ont plus d'audience sur les médias. Ils ont plus d'audience sur les médias. Mais pourquoi, quand c'est la Côte d'Ivoire, tout le monde tombe sur la Côte d'Ivoire? Moi, je vais vous dire en réalité. Les colons, je vais parler des Blancs. Les Blancs n'ont pas fait nos pays par hasard. Et c'est l'une des plus grosses erreurs que nos penseurs, nos intellectuels n'ont jamais voulu mettre sur la table. Vous savez, à l'époque, au temps colonial, le Sénégal était le chef-lieu. À Dakar, c'est là-bas tout était. Quand les Blancs ont décidé, en fait, ils ont vu qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était économiquement plus ouvert et plus juteux. Les Ivoiriens étaient combien? Donc, il fallait aller en Haute-Volta, les pays, le Soudan français, qui est l'actuel Mali, et autres, ces pays-là, appeler les gens pour la main-d'œuvre, parce que les ports, les comptoirs, les ports flottants, mettre tout ça en place et autres, les Ivoiriens étaient combien? Donc, la Côte d'Ivoire est devenue un champ d'expérimentation. La Côte d'Ivoire, malheureusement, est devenue un champ d'expérimentation pour voir comment essayer de créer une zone dans laquelle, économiquement, ça pourrait faire une sorte de stabilité au sein de la sous-région après les indépendances factices qu'ils nous ont données en 1960. Et Houphouët-Boigny a continué là-dedans. Puisque certains pays, tels que la Guinée-Conakry de Sékou Touré, étaient en banc de rupture à partir de 58 avec De Gaulle, des pays tels que la Gold Coast qui est devenue Ghana par le truchement de Kwame Nkrumah, ces pays-là voulaient, d'accord, essayer de mettre en place une réalité panafricaine, c'est-à-dire du RDA pur sans la présence de la France. Houphouët-Boigny s'est dit non, moi je vais me mettre en autarcie, c'est-à-dire je vais me couper de ces gens-là, mais je vais vouloir créer une sorte d'États-Unis mais en Côte d'Ivoire, où tout le monde peut venir là. Ça va essayer d'écarter ces partis-là qui veulent la rupture. Je veux parler des pays tels que la Guinée-Conakry et le Mali de Modibo Keïta et bien évidemment le Ghana de Kwame Nkrumah. Bon, ça marchait jusqu'à dans les années 70. Mais à partir de la crise des matières premières, 1978-79, les PAS, plan d'ajustement structurel, jusqu'à ce qu'on chute dans les bras du FMI, jusqu'en 90, ce qui nous a tués, véritablement, je vais vous dire, c'est qu'au niveau de l'administration en Côte d'Ivoire, on n'a pas anticipé le choc démographique qui devait arriver en Côte d'Ivoire. Or, certains États sérieux anticipent les chocs démographiques dans leur pays. Ce qui fait qu'ils ont au moins 100 ans d'avance en termes de vision sur nous. En Côte d'Ivoire, dans les années 60, on était peut-être 4 millions. Et Houphouët disait, il y avait la terre pour tout le monde. Celui qui valorise cette terre-là, en devient propriétaire. Mais c'est un chaos. C'est un chaos. Aucune personne aujourd'hui, où je vous parle en 2025, peut dire ça dans son pays. Celui qui valorise la terre devient propriétaire. Mais c'est un danger. Et ce que je suis en train de vous dire, je vous passe un message en même temps. Je crois que depuis 3 ans, il y a eu une réforme. Il y a eu une réforme sur le foncier rural en Côte d'Ivoire. Sur le foncier rural en Côte d'Ivoire, on ne devient pas... Un étranger ne peut pas être propriétaire d'une terre en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on applique ces lois? On n'applique pas ces lois. Ça existe en Côte d'Ivoire, dans le foncier rural. Ça existe dans le foncier rural ivoirien. Mais est-ce que c'est le cas? Donc on voit qu'on vote des lois. Le citoyen n'est pas au courant des lois. Le citoyen n'est pas au courant des lois. Et les gens font tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Deuxième élément, la corruption. Et ça, c'est une métastase qui a toutes les échelles de l'administration. Je vais vous donner une petite réflexion sur l'effet de la corruption. Vous n'allez pas croire. Les gens pensent que la corruption, c'est de prendre son argent, comme on dit en Côte d'Ivoire, je prends mon jet, il met dans ma poche, il rentre chez moi et fait mon petit mouvement. Mais quand on est corrompu, on est un danger pour l'État. Quand on est corrompu, on est un danger pour l'État. Quand je parle de la corruption, vous voyez seulement que l'aspect économique, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer quelque chose. La crise de 2002,
2002. 19 septembre 2002, vous vous en souvenez? Les armes sont rentrées en Côte d'Ivoire au moins sur une vague de 3 à 4 mois. Imaginez des agents de sécurité corrompus sur la route. Les gens rentrent avec des armes pour éviter les contrôles. Ils donnent de l'argent, 150 000, 300 000, d'accord, au barrage, au corridor. Et puis ils passent. Et ils stockent leurs armes. Et une nuit du 19 septembre, le pays est frappé dans sa torpeur. Tout le monde est étonné. Comment les armes sont rentrées? Mais parce que vous êtes des corrompus. Parce que vous êtes des corrompus, tout simplement. La corruption mène à la mort. Quand on parle de corruption, on pense seulement à l'aspect économique. Mais la corruption, ça mène à la mort. La corruption mène à la mort. Et merci, frère. Le corrupteur et le corrompu doivent avoir le même sort. Parce que l'effet de corrompre, ce n'est pas seulement celui qui donne, mais c'est celui qui reçoit. Parce que c'est pas celui qui reçoit que les armes là aussi sont rentrées. Quand tu vas lui poser la question, je ne savais pas. Mais tu imagines la déflagration. Tu imagines le nombre d'orphelins. Et tu imagines le chaos et le désordre et les années de retard par ton effet d'accepter la corruption tu as créé dans cet état. Donc quand on parle de corruption, ne voyez pas seulement dans mon gain. Mais la corruption que tu as dans ta poche, c'est la mort que tu as dans ta poche. Parce que quand tu vas dormir, tu ne sais pas par ton effet de corruption qu'est-ce qui est rentré dans le pays. Qu'est-ce qui est rentré dans le pays? Parce que tu es corrompu. Alors, je ne vous fais pas dire les états civils dans nos mairies, les passeports. Quand vous entendez aujourd'hui que des Syriens qui sont dans les choses terreau ont des passeports ivoiriens en termes de publicité, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Donc cette histoire de nationalité et d'origine, c'est un sujet à prendre au sérieux. Ce n'est pas de l'amusement. Quand on parle des réseaux tels que le Hezbollah, vous croyez que c'est du jeu? Ou bien vous pensez que ça existe seulement que dans son? Moi, j'entends souvent les Ivoiriens qui nous disent « Toi, tu as fait quoi pour le pays ?» Mais c'est quelle manière de s'exprimer ça? C'est-à-dire que quand tu es un Ivoirien, tu n'as absolument pas posé, je ne sais pas, un acte où on te filme avec des caméras, tu n'es rien. Mais vous êtes sérieux? Vous savez ce que c'est qu'un citoyen? Le citoyen lambda, c'est celui ou celle qui peut s'exprimer sur tous les sujets. Mais toi, tu es qui dans le pays là? Tu n'as rien fait dans le pays, tu es temps. Mais si vous, maintenant, c'est des gens qui doivent poser des actes, qui doivent avoir de la valeur, ne soyez pas surpris aussi souvent de leur mépris vis-à-vis de votre petite personne. Donc, je pense qu'il faut remettre les choses. Moi, je ne viens pas faire le procès d'une communauté. Ce n'est pas ça. Mais vous, Libanais d'origine, vous qui êtes Ivoiriens, souffrez avec vos frères, sensibilisez, éduquez-les, et puis aussi, vos parents d'origine qui viennent en Côte d'Ivoire, là. Quand on est résident d'un pays, on s'adapte aux lois du pays. C'est tout ce que moi j'ai à dire. On s'adapte aux lois du pays. À partir de ce moment, naturellement, on va œuvrer. On va œuvrer pour le développement de la Côte d'Ivoire. Mais ne venez pas nous dire ici que oui, c'est vous qui nourrissez les gens, c'est vous qui nourrissez tant. Non, c'est quoi ces foutaises-là? C'est je dis, cette terre de Côte d'Ivoire a plus apporté à cette communauté, d'accord? A plus apporté à cette communauté, d'accord, qu'elle-même. Il faut qu'on soit clair, formel là-dessus. Je vais venir sur un dernier sujet. S'il vous plaît, accordez-moi un instant. Ok, on va aller sur un dernier sujet, et puis je pourrais m'arrêter là, mesdames et messieurs. Merci en tout cas pour ceux et celles qui ont tapoté, partagé. C'est le nord de la Côte d'Ivoire. La semaine dernière, j'étais sur un plateau télé et mon frère, Maître Kakou, disait comme ça que les partis politiques ont abandonné le nord. Sur le coup, on a tous crié. Mais il faut que je vous dise, il y a un véritable problème au nord. Il y a un véritable problème au nord. Et je pense qu'il est important qu'on puisse porter la voix sur cette affaire du nord de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire a été un argument même d'une rébellion. Parce qu'on a parlé d'exclusion, on a parlé, d'accord, de laisser pour compte.
Ce Nord-là fascine sur tous les plans. Sur le plan électoral, sur le plan de crise. Ce Nord, aujourd'hui, est devenu quelque chose de fascinant pour certains. Le Nord, à l'époque, jeune Ivoirien, en classe de 6e, on pouvait t'orienter dans un lycée du Nord. Ce Nord-là, connu pour son hospitalité, légendaire. Tout le monde connaît les familles du Nord. Du Nord. Et puis ce Nord est devenu comme l'antre. Est devenu comme aujourd'hui une zone dans laquelle pour pénétrer et être tranquille, il faut être d'un parti politique. Ce même Nord-là même qui souvent fait taire les voix discordantes des enfants de ce Nord-là qui ne pensent pas comme une partie qui se dit majoritaire. Ce Nord-là aujourd'hui, dont certaines personnes du Sud, quand elles veulent aller faire des meetings, c'est tendu. On peut même chasser ces personnes. Ça existe en Côte d'Ivoire. On a eu le cas de Simone et Yves. On a eu un cas même dernièrement, il n'y a pas longtemps là, pendant je crois au mois de mai ou de juin. Pourquoi le Nord est-il devenu ainsi? Première des choses. Nous avons échoué. Oui, quand je dis nous, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire a échoué. En ce qui concerne la décentralisation. Mauvaise politique de décentralisation en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier élément. Depuis l'époque du PDCI, en passant par tout le monde, c'est un échec collectif. Parce qu'on s'est basé sur la vision du colon. Premier élément. Le colon, faut pas oublier que quand il vient dans ton pays, il ne vient pas, en fait, quand il vient sur un territoire, il vient faire de l'argent. Donc, lui, il va prendre les ressources et puis il va les emmener chez lui. C'est pour cela le colon, quand il est arrivé, il a préféré Assini, Grand Bassam et cette zone-là du littoral. Parce que les gens viennent chercher et les gens envoient. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Parce que nous, on ne les transforme pas sur place. On exporte. D'accord? On exporte pour avoir de l'argent. On importe pour s'appauvrir. C'est le même système qui est resté là. Est-ce que vous comprenez? C'est le même système. Nous sommes dans le même système. On n'a pas eu la pertinence d'insister de pouvoir transformer sur place. Quand on transforme, naturellement, on pense à décentraliser. Parce que si tu ne transformes pas, mais les autres savent où l'argent tourne. Et naturellement, ça va attirer les gens. Quand il y a le miel, les fourmis viennent. Les fourmis vont venir naturellement. C'est une zone d'attraction. Donc, notre politique de décentralisation a fait que le Nord, et certaines zones, pas que le Nord, moi-même d'où je viens là, on est délaissé. Ça, il tient à vous le dire. Moi, en tant que Baoulé, quand j'ai pas chez moi, le village aujourd'hui est désert. Quand tu demandes après tel jeune même qui a 17 ans, on te dit ils sont vers Saint-Pédo, ils sont vers Grand Bérébi, ils sont vers Guitry. Où ça? Ils vont là-bas dans les campements Baoulé pour faire cacao. C'est un fait. S'il n'y a plus de jeunesse dans un village, il n'y a plus de vitalité. Les vieux d'une certaine génération restent là et puis les vieux meurent. Les vieux décèdent et le village reste comme ça. Parce qu'on n'a pas réussi la décentralisation. Donc, on ne peut pas en vouloir à nos parents du Nord aussi. C'est la même réalité. Et dans la misère, c'est pas moi qui le dis, les experts qui viennent à la télévision vous disent quoi? Dans la misère, c'est là-bas aussi les discours des relents terreau prospères. Parce que les gens, dans cette misère, manquent d'éducation, manquent de moyens, et pour peu d'argent, peuvent se faire embarquer. Est-ce que la politique nous a pas manipulés en Côte d'Ivoire? Est-ce que la politique nous a-t-elle pas manipulés en Côte d'Ivoire? Vous voulez que je vous donne des exemples? Lamine Diabaté, 1994 ou 95, va au stade d'Odiéné. Il tient un discours devant ses parents, malinqués. Et dans ce discours-là, il fait référence à l'histoire, au volet combat. Il dit leurs parents avaient la poudre et le canon. Quel est le lien entre la poudre et le canon? D'accord? Quel est le lien entre la poudre et le canon et un parti politique? Et il glisse dessus. Il dit que depuis Oufou n'est plus là, Bédié ne nous regarde pas, Bédié nous maltraite. Mais quand il dit ça devant des gens où la plupart de ces populations-là, malheureusement, sont analphabètes, ne comprennent rien au discours politique, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont manipulés. Ils sont manipulés. Nos cadres qui sont dans nos villes, quand ils vont au village, c'est ce qu'ils vont faire. Donc quand ils manipulent là, le venin inoculé, je vous parle d'une affaire de 93-94. Et bien avant,
on a eu la charte du Nord, mais on n'a jamais connu qui est l'auteur de la charte du Nord. On a pris ça comme un vulgaire document, et puis c'est passé. Mais, je vous dis, ces gens de discours-là pondent des œufs, et ça crée des enfants. Et c'est une bombe à retardement. Et aujourd'hui, on est étonné de voir ce qu'on voit. Moi, quand je discute avec des gens, il y a des Ivoiriens qui disent, oh, vous savez, on n'est pas divisé. C'est faux. On n'est pas divisé. Les gens mentent qu'on n'est pas divisé. Ils mentent qu'on n'est pas divisé. Les Ivoiriens, mon voisin là, il est à côté là, c'est des bêtés. Moi, j'ai des bêtés, je mange des attiers, je mange des temps. On n'est pas divisé. C'est eux là, ils font croire qu'on est divisé parce qu'ils disent qu'ils n'aiment pas Alassane Ouattara. Les amis, moi, j'aime bien la sociologie. Hein. On va regarder ici. Vous allez voir dans les commentaires le propos que je tiens là. Regardez les patronymes de ceux qui acquiescent et ceux qui n'acquiescent pas. Je dis ça souvent, les amis. Allez sur les réseaux. Si vous voulez voir si les Ivoiriens sont unis, allez sur les réseaux sociaux. Mais vous allez voir une division mais qui est vilaine. Parce que quand vous allez voir les patronymes là, vous allez comprendre. Quand je disais ça aux gens, les gens disaient, ah, j'ai dit, allez regarder. Quelqu'un va mettre un post et puis on va critiquer la politique de Ouattara. Vous allez voir dans les commentaires. Allez regarder les commentaires. Vous savez, la seule chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas peut-être 2, 3 grands groupes ethniques. Quand il dit 2, 3 grands groupes, ça dit comme Tutsi et Hutu. Si on avait ça en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'était fini. C'est dans notre affaire de plus de 60 là. Et puis on est encore là. Donc on tire sur la sonnette d'alarme pour dire exactement, les gars, faites attention. Moi, ma solution, parce que je ne vais pas venir ici dire des choses pour dire, je veux dire au RHDP, si vous avez un minimum de semblant pour que les Ivoiriens se mettent ensemble, puisque le Nord, c'est votre champ. Le Nord, c'est votre champ. Expérimentez, allez mettre des BT, des baoulés, des attiers en tête de liste. Parce que le Nord, là, c'est à vous. Le découpage électoral, là, fait que déjà, vous avez au moins 89 députés. Donc, là, mettez des attiers, des BT, des baoulés en tête de liste. Et puis, en second, là, vous mettez les gens qui sont originaires de là-bas. Parce que les gens, même s'ils sont contre, parce qu'ils sont fous du RHDP, non. Vous allez voir, ils vont suivre. Mais ça sera déjà une très belle expérimentation. Mais je veux dire aussi aux gens du PDCI, aux gens du PPACI, les gens que vos candidats que vous aurez au Nord, d'accord, et autres, mettez des gens qui ne sont pas originaires de là. Vous allez mettre des gens et puis vous mettez les autres derrière en suppléant. Parce que, qu'ils acceptent ou pas, il faut qu'ils apprennent à accepter. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas penser à la place des autres. Il faut forcer les idées. Il faut forcer les idées. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on dit aux gens du Sud, aux gens de l'Est, de l'Ouest, que ces gens-là sont des xénophobes et autres. Mais ce système que je viens de vous donner comme expérimentation, là, ça a déjà été expérimenté. Hein, à Gagnoa, dans les zones du centre, dans les zones de tout. Donc, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Même s'il y a un problème d'éducation, nous sommes obligés de faire ça. Parce que si on ne fait pas ça, je vous jure que le Nord risque d'être comme une sorte de no man's land. Ça peut arranger certains partis politiques, mais à un moment, ça peut être aussi très néfaste. Ça peut être aussi très néfaste. Avant, les partis politiques, moi je me rappelle, c'est ce que j'ai dit, Houphouët-Boigny était député de Korogo. Il fut député de Korogo. Sous la houlette du vieux Peloforo Bon Coulibaly. Mais aujourd'hui, il faut que les partis politiques, véritablement, mettent la main dessus. Moi, j'aimerais bien, bon, après la politique, ce n'est pas mon truc, mais j'aurais bien voulu être un élu dans le Nord. Ça, je vous le dis clairement. J'aurais bien voulu être un élu dans le Nord. Travailler pour des villes du Nord, pour dire que, même si je ne suis pas originaire de là-bas, je fais bien mon travail en tant qu'élu. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais c'est les partis politiques, puisque les partis politiques sont plus forts, les appareils politiques sont plus forts, d'accord, que les indépendants, surtout dans ces zones-là. Donc, il faut que les partis politiques, et ça, c'est une adresse solennelle que j'adresse. Oui, il faut que les partis politiques envoient ça dans le Nord. Tu sais, et toi qui es militaire RHDP, là, on te dit, toi, tu t'appelles taper quoi? Taper. Allez, va à Samatigila. Va à Samatigila. Le fils de Samatigila, il va te suppléer. Va avec le fils là-bas. Voilà, va. C'est comme ça. Les populations vont accepter. Parce qu'à un moment, si tu travailles bien,
Que tu sois du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ils vont reconnaître. Les gens du nord ne sont pas des hommes à part, ce sont des hommes comme nous. Et puis nous avons un défi de notre génération. Il y a une génération qui part. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne souhaite pas que la Côte d'Ivoire soit divisée. Parce qu'il y a des gens qui prônent cette division. Non. Il y a eu des erreurs politiques. Mais la beauté de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire que nous connaissons, c'est les 322 463 km². Nous avons un défi de véritable développement. Tout est concentré dans le sud. Il faut décongestionner le sud. Déjà, que Yamoussoukro prenne sa place, ça va permettre d'irriguer tout ce qui est Bouaké et autres. Et par la suite, vraiment décentraliser de telle sorte que nos enfants puissent être dans le nord et vivre là-bas tranquillement, puissent être dans l'ouest, vivre là-bas tranquillement, dans l'est, vivre là-bas tranquillement. Vous pensez que ce que je suis en train de vous dire, c'est un conte des fées. Avec les différents points que j'ai cités, lutte contre la corruption et plusieurs points, on peut véritablement arriver. Moi, je ne suis pas un rêveur. Je suis quelqu'un de pragmatique. Et je sais que l'homme mange, d'accord, par la sueur de son front. C'est une question de volonté. D'accord? C'est une question de volonté. Si on a la volonté, on a la conscience véritable que la Côte d'Ivoire peut y aller, moi je peux vous dire, cette Côte d'Ivoire-là peut y aller. Et pour revenir, pour faire une conclusion de tout ce que j'ai cité, si tu n'es pas patriote, tu ne pourras pas faire ça. Si tu n'es pas patriote, et quand on est patriote là, hein, nos choix idéologiques ne priment pas au-delà du pays. C'est tout. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent leur mentor politique ou leur leader politique avant la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Quand la Côte d'Ivoire saigne, quand elle pleure, tout le monde doit pleurer. Aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent à Nayo, il y a des gens qui rigolent. Ils disent que non, parce qu'il y a un gendarme qui a été éliminé. On trie nos gendarmes par rapport à notre situation politique. Quand on était dans l'opposition, quand tu es 67 gendarmes à Bouaké, on était content. Ah oui, on était content. On était content. Parce qu'on dit non par rapport au chanier de Yopougon et autres, voilà. Mais quand on est venu au pouvoir, dès qu'on tue un gendarme, ils ont tué un gendarme, c'est la catastrophe. Et quand les gens meurent à Nayo, mais c'est eux qui ont cherché. Où est la situation de ton pays? Parce que ton parti politique, tu vois ton pays selon le positionnement de ton parti politique. Et c'est ce qu'on veut enlever. Un mort au RHDP est égal à un mort du PPACI. Ce sont les enfants du pays. Un mort, c'est un mort. On pleure, on doit pleurer nos morts. Vous savez le secret des Occidentaux? Vous croyez que vous êtes les seuls à être divisés? Les Occidentaux, les Asiatiques, ils pleurent leurs morts collégialement. Nous, on pleure nos morts selon le parti politique. Les autres là, ils pleurent leurs morts. Vous savez pourquoi les Blancs sont forts? Ils ne savent pas parce qu'ils s'aiment. Allez dans les pays tels que l'Angleterre, ils vont vous parler des Français. Ils vont dire qu'ils sont imbus de leur personne, c'est des fantasmes, c'est des gens qui tentent. Mais quand il s'agit de leurs intérêts là, ils voient en fait en Européen. Ils voient en Européen. Vous avez déjà vu, vous avez entendu que le Parti Socialiste Français et l'UMP se sont disputés par rapport à une politique française en Libye ou en temps. Non, vous les entendrez jamais. Peut-être ils vont avoir leur discours vite fait au Parlement. Mais vous n'allez pas voir, ils vont se déchirer. C'est chez nous en Côte d'Ivoire là. Chez nous en Côte d'Ivoire. On dit l'armée française a bombardé les patriotes. Et puis les gens du RDR, ils sont en train de rigoler. C'est les gens des Blé Goudé, ils ont tué. C'est les gens des Blé Goudé, ils ont tué. On te dit que quelqu'un vient d'ailleurs, il tire. Voici le vrai problème en Côte d'Ivoire. Et le meilleur, celui qui aura compris en Côte d'Ivoire comment faire pour que la Côte d'Ivoire prospère, c'est lui qui va réussir à taire nos querelles là. Et puis de voir, quand il s'agit du pays là, de voir ensemble, de ne pas voir selon son parti politique. Ça, c'est le plus grand défi. Celui qui va faire ça, c'est fini. Celui qui va faire ça, c'est fini. Il aura tout compris. Et il pourra véritablement, excusez-moi, je vais mettre juste mon éclairage rapidement et puis je vais chuter là. Il aura compris et puis il pourra bâtir le pays. Il pourra bâtir le pays. Mais tant qu'on va voir, le pays en parti politique fractionné, on n'y arrivera pas. Donc, mesdames et messieurs, voici le véritable message que je voulais vous apporter. À Salé, il n'y a pas qu'à Salé. Il n'y a pas qu'à Salé. Ils sont pleins des jeunes, femmes comme hommes, en Côte d'Ivoire, qui pensent ce que je pense. C'est parce que vous ne leur prêtez pas, d'accord, attention à ce qu'ils disent. C'est des gens souvent qui sont anonymes. Vous ne les considérez pas. Vous considérez Assalé parce que Assalé a été député. C'est tout. Il ne faut pas considérer l'homme par rapport à son titre et son statut. Considère un homme à partir de la profondeur de ce qu'il dit. Vous, en Côte d'Ivoire, là, vous aimez les gens qui portent veste.
C'est quand les gens portent veste là, vous les écoutez. Sinon, ce qu'Assalé dit là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas que je manque de respect à Assalé, hein, mais ce qu'il dit là, c'est pas extraordinaire. Si vous prenez le temps d'écouter des gens même qui sont même assis au quartier en train de jouer aux dames, parce que souvent ils ont bac plus 6, mais ils ne peuvent pas avoir de travail. Il faut écouter la pertinence et la profondeur de ce qu'ils disent. Parce que Assalé ne peut pas être le seul. Moi, je ne crois pas au Messie. Un seul homme ne peut pas sauver le pays. C'est un collectif. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de Zoro. C'est pour ça qu'il y a d'autres aujourd'hui, là, ils en veulent à Gbagbo. Gbagbo a fait sa part. Je suis désolé. Gbagbo a fait sa part. Il a pris aussi ses conséquences. Mais vous-même, toi, mon frère, toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Toi, mon frère, toi, tu fais quoi? C'est pas un Messie qui va nous sauver en Côte d'Ivoire. C'est une prise de conscience collective. C'est une prise de conscience collective. Et quand les Ivoiriens auront pris conscience collectivement, vous verrez que les hommes politiques, ils vont plus vous mépriser. Parce que souvent, vous avez l'impression que les hommes politiques prennent des décisions sans forcément vous aviser. Comme s'ils sont déconnectés. Mais c'est vous, c'est de votre faute. Si vous mettez tout en eux, mais quand ils vont apprendre que vos yeux sont ouverts, là, les hommes politiques vont aller doucement, pas à pas. Vous croyez que quoi, dans nos pays? Le vrai défi, vous croyez que quand les gens disent que oui, il faut qu'on soit éduqué, il faut qu'on soit... Plus le peuple, il est gnard, il est dans le divertissement, celui qui gouverne, ça l'arrange. Il va se remplir les poches. Donc, prenons conscience collectivement, avant qu'il ne soit tard. Sinon, ce sujet des Libanais, là, c'est un très bon sujet. Et même des Libanais doivent venir même aussi discuter avec nous. C'est normal, c'est légitime qu'on pose des questions. Ce n'est pas un sujet à avoir honte. Mais c'est un sujet qu'il faut prendre sans passion. Il faut prendre ce sujet avec froideur, avec pragmatisme et parler. Parce que quand on s'exprime, chacun a son degré sensationnel. Mais on peut parler sans forcément s'injurier. On peut parler en se respectant. On peut parler en s'écoutant. Voilà, c'est juste, il ne faut pas mettre la passion dedans. Parce que la passion, souvent, elle nous joue des tours. Faisons attention, voilà. Et puis, au fur et à mesure, on discute, c'est des arguments. Ce sujet dont vous évoquez là, aux États-Unis, les gens discutent de ça. On ne les traite pas de tels noms. En France, les gens discutent de ça. On ne les traite pas de tels noms. Pourquoi toi, Ivoirien, quand tu as discuté de ça, on m'a dit que l'Ivoirien est comme ci, l'Ivoirien est comme ça. Bon, j'en ai fini. J'ai pris de votre temps. J'espère que vous avez apprécié ce qui a été dit. De toutes les façons, je ne suis pas revenu aussi sur les événements à Dabou, à Yassap. Je pense à ces personnes qui ont perdu la vie. D'accord, j'ai vu les douilles, qui étaient des douilles quand même des armes de guerre. J'attends d'avoir pas mal d'informations, d'éléments, afin de pouvoir m'entretenir. Et puis, le vendredi, je vous avais dit pour le frère Lanciné Bon, qui était interpellé par la police française. Il est sorti hier. Aux dernières nouvelles, il y a eu confirmation. Donc, je vous avais même dit qu'il sortirait s'il n'avait rien à se reprocher. C'est le cas. Il a remercié tout le monde, d'accord, de l'avoir soutenu. La justice a triomphé. C'est ce qu'on souhaite en Côte d'Ivoire. On peut t'interpeller, mais quand on va te poser des questions, on ne te garde pas. On respecte aussi les délais de la garde à vue. Et puis tu rentres chez toi tranquillement. C'est ce que nous espérons quand on parle d'un état de droit pour tous. C'est cela. C'est-à-dire que tu parles, tu communiques, mais quand tu communiques avec responsabilité. Tu tiens des propos qui tendent à la déstabilisation, tu vas rendre des comptes. Mais on ne te garde pas parce qu'on dit que non, tu es opposant. C'est ça. Et donc, Gon Coulibaly a rejoint sa famille. Et aujourd'hui, il est tranquille. Il a dit qu'il reste, il reste disponible pour les forces de police. S'il y a interpellation, il ira rendre compte. Donc, je suis très heureux pour le frère. Je profite pour lui passer mes salutations les plus fraternelles et bon repos avec sa famille. Et puis, qu'il puisse continuer le combat. Donc, pour Yassap, j'attends de regrouper les informations à Dabou parce que dans la nuit, il y a eu des agressions. Dans le village de Yassap, il y a eu des blessés par balle et autres. Donc, j'attends d'avoir plus d'éléments afin de pouvoir m'exprimer. Et puis, on a vu aussi le communiqué du procureur en ce qui concerne les pertes en vie humaine suite aux événements d'octobre 2025, que certains corps sont réquisitionnés par l'État pour des enquêtes. Mais nous avons vu le PPACI qui a fait une cérémonie d'hommage en ce qui concerne les différentes victimes. Et moi, j'ai dit aux appareils politiques, il est important de venir en aide à ceux qui sont déjà interpellés, enfermés. Il est important, bien évidemment, aussi de faire des cérémonies, de rendre hommage, d'accord, à certaines personnes, parce que à ces victimes-là, parce que il y a eu un mort à Dabou. Ah, ok, d'accord. Voilà. Mais je reviendrai dessus sur ma prochaine prise de parole en caméra, mais de rendre hommage à tout cela. Et puis, bon, vive le dynamisme démocratique, vive le débat et vive l'échange en Côte d'Ivoire. Je vous remercie
pour tout. Et est-ce que cela nécessite que je puisse prendre quelqu'un? Je suis fatigué. Est-ce que vous souhaitez qu'on arrête là ou que je puisse prendre 2-3 personnes? Quand je dis 2-3 personnes, ça va à la 5. Vous souhaitez qu'on arrête là ou vous souhaitez que 2-3 personnes puissent intervenir et qu'on arrête? Non, moi c'est bon, j'ai trop parlé. J'ai trop parlé. L'exercice est périlleux. Bon, allez, hop. On va aller rapidement. On prend 5 minutes. Madame Valérie, bonjour. Ouais, c'est pas bon, c'est pas Valérie, c'est son époux. Ok, bon, moi je vois Valérie. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est Fulgence. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné plus d'informations. En tout cas, on te suit, je te suis beaucoup sur ma page, sur mon compte TikTok. Et puis, c'est mon épouse qui te suit plus, effectivement. Alors, je vais pas durer, j'ai juste deux petites choses à dire, surtout, vu que tu as vraiment tout dit. Alors, on peut se tutoyer, hein, je peux te tutoyer si c'est possible. Hein. Ok, good. Alors, ce que je peux déjà dire, c'est que je vais revenir juste concernant ce qui est en train de se passer ces derniers temps concernant les Libanais. Et j'ai comme vraiment l'impression que ce problème ils sont en train de créer ce problème-là pour nous détourner, pour nous détourner du combat que nous sommes en train de mener. Pour moi, c'est comme ça, je pense. Ok. Cette histoire de Libanais, on a vu plusieurs cas comme ça. Ce n'est pas allé quelque part. Vous comprenez? Donc, c'est pas aujourd'hui où on parle des Libanais vont aller, comme on appelle, être maire ou bien député. Je vous assure, si on ne se lève pas et on ne pousse pas, vous allez voir qu'ils seront maires, ils seront députés sur nos yeux. Il y a eu beaucoup de cas ici. On a décrié beaucoup de choses concernant les Libanais, mais ce n'est pas allé quelque part. Donc aujourd'hui, on est dans un combat pour pouvoir enlever ce président, ce monsieur qui est au pouvoir. C'est ça notre objectif. Donc ils sont en train de nous détourner de ce combat-là en parlant des Libanais. Mais attends, laissons cette histoire des Libanais. Si on veut vraiment lutter pour que ces Libanais arrêtent toutes ces conneries-là, mais attends, mettons-nous ensemble, comme tu l'as dit, mettons-nous ensemble et on décide et on met fin à cette chose-là. Mais si on doit revenir sur cette histoire des Libanais, mais on est en train d'oublier ce qui est notre objectif. On est en train aujourd'hui, ça fait combien de mois aujourd'hui, M. Draman est au pouvoir. Et on est là, on fait rien, on est en train de regarder, on regarde, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, pap, et on va finir là. Non, ça ne marche pas. Et on est distrait concernant les Libanais. Si on est trop fâché concernant les Libanais, qu'on pose des actes, des actes concrets pour que les choses puissent aller. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. On va aller rapidement. Monsieur consultant, rebonjour. Excusez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Atouba, bonjour. Bonjour, madame. Au fait, je tapotais et puis par erreur, j'ai vous êtes monté. Voilà. C'est pas bien grave. Je vais vous faire descendre. Ça marche. Merci. Alors, monsieur consultant, rebonjour. On s'est vu tout à l'heure, monsieur consultant. Oui. Ça, rebonjour. Je dis bien, je réitère encore mon idée de ce matin. Je dis qu'effectivement, il faut donner beaucoup d'enseignements sur la question du complexe que nous avons. Aujourd'hui, c'est le côté nord, on voit. C'est le côté nord, on voit, parce que c'est mis au grand jour. Mais est-ce que, je disais tout à l'heure, est-ce que quelqu'un, par exemple, comme un gay peut espérer gagner en candidatant, par exemple, à Bangourou? Point d'interrogation. Est-ce qu'un Oulaï peut penser qu'il peut gagner s'il candidate, par exemple, à Nibilekoro ou alors à Bangwanou? Grosse question. Et ça, il faudrait que des enseignements des personnes comme vous autres donnent ces enseignements pour que on soit décomplexé à ce niveau-là. Parce que véritablement, c'est le nord. Excusez-moi un peu. C'est le côté nord on voit aujourd'hui. Mais il faut déterrer ce complexe-là qui est en chacun de nous. Voilà. Il est en chacun de nous. Tu as dit le matin, effectivement, c'est parce que les gens n'osent pas poser l'acte en allant candidater là-bas que les gens se disent qu'ils sont propriétaires de là-bas.
Et tu as donné un schéma selon lequel, par exemple, on met en avant quelqu'un qui n'est pas de là-bas et il est secondé par quelqu'un de là-bas. Je veux bien que C'est intéressant ce que tu dis. voilà, que tu continues, appuie encore pour que ça soit ancré dans la tête. Parce que moi, aujourd'hui, en tant que fils de Bangolo, c'est-à-dire même en prenant ne serait que la décision d'aller candidater à Bouna, la première idée qui me vient en tête, est-ce que c'est des surbois? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour effacer ces nombreux est-ce que là? C'est ça ma grosse question de ça. Ok, c'est intéressant ce que tu dis et c'est vrai en même temps, mais je veux te dire quelque chose que le changement de mentalité, mais c'est parce que il faut savoir que ces choses-là ne se font pas de façon, comment te dire ça, ne se font pas de façon unilatérale. Ce sont des choses qui doivent se faire de façon bilatérale ou je dirais synalagmatique, c'est-à-dire de part et d'autre. Il est plus aisé de voir des populations qui sont originaires du Nord, d'accord, soumettre leur candidature dans d'autres zones de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que les gens font un focus, un relief sur ces populations. On a vu par exemple, on voit Yensié, je crois qu'il est de Bouna, qui est aujourd'hui à je crois qu'il est de la zone de Bonois. On voit par exemple beaucoup de personnes même à Daloa, à Gagnoa, à Saïwa, à Issia, qui sont originaires du Nord, qui soumettent leur candidature dans ces régions. Donc les gens font un focus, mais sinon effectivement, tu n'as pas tort. Il serait plus aisé de voir par exemple, moi je peux me présenter par exemple à Gagnoa, il n'y a pas de mal par rapport à cela. Tu vois, c'est un exemple, mais il faut enseigner les gens pour leur dire que quel que soit l'endroit où l'on est, on peut se présenter. Ce n'est pas faux. C'est pas seulement que sur le Nord. On fait un focus aujourd'hui sur le Nord parce qu'il y a un fait. Il y a pas mal de gens du Nord qui se présentent ailleurs et des gens ne se présentent pas, en fait, d'accord, vers le Septentrion. Mais sinon, tu n'as pas tort. C'est une belle remarque. Madame Bamba, bonjour. Bonjour, monsieur Sa. Allô? Bonjour. Ça me fait plaisir. Bon, c'est la première fois. Je vous suis tous les jours et vraiment, c'est un régal. Parce qu'on apprend et j'apprends avec vous. Vous avez parlé du Nord. Je rebondis sur le Nord parce que c'est de là-bas tout est venu. Je suis du Nord. J'ai mal. Non, J'ai très mal. ne pleurez pas. Allez-y tout doucement, Madame Bamba. D'accord, allez-y tranquillement. D'accord? Ouais. J'ai très mal par rapport à... On a grandi ensemble. On a grandi avec nos frères. Il n'y avait pas ça, comme vous avez dit. Avant, on orientait les élèves au Nord. Il y avait cette familiarité qui est restée. Moi, j'ai grandi avec des Pétés, des Baoulés. Je ne connais que ceux-là. Des Atiers. Je suis plus familiarisé à ceux-là que véritablement, à part ma famille, d'autres personnes. Donc, quand je vois tout ce qui est arrivé et que ça continue, aujourd'hui, vous entendez des choses, on va vous dire non, si ceux-là viennent, il va avoir ça. Si ceux-là viennent, vous ne savez pas, mais vous vous reprochez quoi? Tu n'as rien fait à quelqu'un, s'il vient, il va te faire quoi? Si toi tu es honnête devant Dieu, s'il vient, laisse Dieu faire son travail. Tout ça, ça va nous retomber dessus plus tard. Devant Dieu, ça va nous retomber parce qu'on est liés. On nous a parlé de boubou, on nous a parlé des mosquées. Mais aujourd'hui, dans nos mariages, qu'est-ce qu'on voit? C'est le même métissage. Qu'est-ce qui a changé? C'est aujourd'hui même on se marie à des non-musulmans. Remarquez quelque chose aujourd'hui dans nos mariages. Ce n'est plus les boubous en porte. C'est les robes de mariée dénudées qu'on envoie dans des mosquées. Donc, qu'est-ce qu'on va nous enseigner encore? Ça n'a pas été un exemple. Le son qu'ils nous ont apporté là n'a pas été un exemple. C'était juste pour manipuler des gens qui n'ont rien compris, juste pour un profit. Ça me touche quand je vous écoute parce que je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Ils sont restés focus. Et ceux le plus souvent, si vous remarquez,
Ceux qui se plaignent, qui sont vraiment à fond dans ça, ils ne sont pas d'ici. Parce que celui qui est d'ici, à tous les coups, là, il y a un baouli qui a mangé avec lui, qui a grandi avec lui. Donc il connaît un baouli, il connaît un gourou. Donc il ne peut pas dire que si demain un gourou vient, un gourou va le chasser. Donc je ne sais pas. Ceux qui disent ça, là, ils ne sont pas de chez nous. Aujourd'hui, je suis du Nord, mais on entend. Les nordistes, même entre nous, on connaît qui est qui. Et on se parle entre nous. On se chamaille entre nous, on se dit la vérité entre nous. Donc, c'est pour dire à tout le monde, aidez-nous aussi. Vous qui avez des amis nordistes, aidez-nous. Et que chacun essaye d'éduquer dans son entourage d'abord. Parce que quand vous éduquez les enfants à la maison, à leur apprendre que celui qui est en face de toi, même s'il n'est pas de même ethnie, c'est ton frère. Parce que vous avez le même pays, vous n'avez qu'un seul pays. Et quand vous faites ça, quand l'enfant sort, il va avoir peur de quoi? C'est l'éducation. Il faut éduquer les gens. Avec tout ce qui se passe, quand je vois ça souvent, je suis tellement attristé. Mais il faut éduquer. C'est l'éducation. Sinon, dans le Nord, là, le nordiste n'est pas vulgaire. Je ne sais pas si vous connaissez ça, M. Insan. Le nordiste n'insulte pas. Le nordiste ne peut pas s'asseoir sur à plus forte raison un panel pour insulter la maman de quelqu'un. Ça, tout ça, c'est nouveau. Le nordiste, quand tu insultes la maman ou bien le papa d'un nordiste, quand tu lui dis le vrai mot, même en français, là, il va te dire, mais tu vas me montrer qui est mon père. C'est parce que je n'ai pas envie d'employer ça ici. Mais aujourd'hui, ceux qui s'asseyent pour un simple débat, ils vont s'asseoir, ils vont t'insulter, ils vont humilier les gens, ils vont dénigrer les gens. C'est pas islamique. Même Dieu, même dans la Bible, ça ne se fait pas. Humilier les gens comme ça. Et après, vous les mettez où? Ils sont avec nous ici. Tout ça, ça va finir un jour. Et après, ceux-là, ils ont leurs enfants ici. Comment ils vont réagir? Vous pensez qu'ils vont oublier ça? Vous traitez des pères des familles comme ça. Vraiment, merci, monsieur. Désolé. Je vais descendre. Madame Bamba, beaucoup, je vais vous faire descendre pour que, voilà, ce sont les aléas du direct, hein, rien n'est programmé et voilà, il y a de tout. Il y a de tout et Madame Bamba, bon, elle a exprimé son ressenti. C'est vraiment triste, c'est une situation que nous vivons dans notre pays et c'est ce que je disais aux uns aux autres. Il faut beaucoup d'éducation, de sensibilisation. Sinon, voilà, ça peut créer ce genre de choses, mais bon. Beaucoup de courage, Madame Bamba. Et puis, beaucoup de courage. On est ensemble. Alors, on va écouter juste en bas, je sais pas qui est là avec les deux bras là, comme ça là. Kevin. Ah, Kevin, excuse-moi, j'ai pas vu, je vois que le cas, c'est pour ça que j'ai pris le balance. T'inquiète pas, Kevin. Comment ça? Ouais, bonjour frère, comment ça va? Ça va. Avant de commencer, je voulais te demander quelque chose. Tu penses qu'on va s'en sortir dans ce pays-là? Oui, on s'en sortira, Kevin. S'il y a des gens comme toi, s'il y a des gens comme consultant, Rosie, Madame Bamba, on va s'en sortir. En fait, pour ne pas trop parler, il y a le pays, il y a trop de problèmes et à tous les niveaux. Que ce soit le niveau religieux, que ce soit le niveau éducation, que ce soit le niveau ethnique, que ce soit le niveau social, que ce soit le niveau politique, le pays est divisé. Il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, tu vois, excuse-moi si tu vois, frangin. Tu vois, le pays, on parle plus de patrie. C'est plus le pays, en fait. On parle de clan. Même que ce soit le côté religieux. Sérieux, ça fait mal. Je comprends la dame, en fait. On parle de clan. Tout ce qui s'est passé là, en fait, tout ce qui s'est passé ces derniers temps-là, ça nous a montré beaucoup de choses. Il y aura un gros travail à faire. C'est pas
Le fait, c'est pas... c'est fatigant. On parle juste quoi, on est fatigué. Il nous faut un nationaliste à la tête du pays, un patriote. En fait, c'est tout quoi. Il faut un patriote à la tête du pays. Il faut un patriote, sinon ce sera difficile. Parce que j'ai l'impression que ceux qui sont là, ils se nourrissent de ça. Ils règnent bien dans la division. On est divisé sur tous les plans. On est divisé sur tous les plans. Il y a d'aucuns, tu vas leur demander aujourd'hui, pourquoi on suit tel? Non, on suit tel parce que s'il n'est pas là, d'autres vont venir nous faire ça. Donc on pouvait prédire ce qui allait arriver. Si on pouvait prédire ce qui allait arriver, je pense qu'il y a beaucoup qui n'allaient pas faire la rébellion. Hein. Il y a beaucoup qui n'allaient pas faire. S'ils pouvaient prédire, si on se bat pour mettre lui, il ne va pas nous laisser. Il y a beaucoup qui n'allaient pas faire la rébellion. On ne peut pas prédire. Comment vous êtes assis, vous dites non, si lui là s'en va, que l'autre vient, il va nous tuer. Vous prédisez déjà, donc c'est à cause de ça on le suit. C'est-à-dire, même s'il est là, qui fait du mal à tout le monde, on a cœur, on s'en fout. Tant qu'il est là pour nous protéger, nous, ça nous va. Est-ce que l'Afrique va s'en sortir? Et puis cette mentalité, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est partout. Est-ce que l'Afrique va s'en sortir? Est-ce que l'Afrique va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Regarde aujourd'hui sur nos chaînes de télévision, on parle de tout, c'est de l'amusement, mais ce que tu fais là, on devait faire passer à la télévision. En fait, ce qu'il faut, c'est de refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire, de trouver des historiens, de nous enseigner l'histoire de la Côte d'Ivoire textuellement, la vérité, parce qu'on ne connaît pas notre histoire. D'autres sont prêts pour aller faire des écoles pastorales payées cher. D'autres sont prêts pour aller faire des écoles en Arabie Saoudite. Mais personne n'est prêt pour faire des écoles pour connaître son pays. C'est-à-dire, le pays pour nous, ce n'est pas grande chose. En fait, c'est ça qui me fait mal, même chez les religieux. Le pays pour nous, c'est pas grande chose en fait. Tu vas demander à un religieux, il connaît toute la Bible, il connaît tout où ça a commencé. Tu lui demandes son pays, il ne sait pas. Tu vois un imam, il a fait l'Arabie Saoudite, il connaît pas tout, il connaît toutes les langues. Son pays, il ne sait pas. On ne connaît pas les bases de notre pays. Et c'est, je ne sais pas, le mal est profond. Aujourd'hui, tu parlais des Libanais, je vais faire un bref dessus. Quand on parle d'autres disent que non, vous êtes xénophobe, vous n'aimez pas les trucs, et puis je vois d'autres de nos frères. Tu vois, c'est pour ça que je dis le combat est difficile. Tu vois d'autres de nos frères aller sur les panels. Oh, les Libanais, ce sont nos frères. Bon, dis à ton frère là que ce qu'il fait chez moi là, il n'a qu'à défendre ça chez lui pour que moi aussi je sois allé chez lui. C'est mauvais. Mais dis-lui ça aussi. Mais les Européens font ça. Je prends un exemple au Canada. Ils votent des lois canadiennes d'abord, tout le monde sait, mais qui va venir se parler pour dire qu'ils sont xénophobes? C'est leur pays, c'est leur droit. Le pays d'abord. Tu vois en France, mais ils sont là à se battre pour ça. Les Français d'abord. Non, les autres viennent chez nous pour prendre nos allocations. Les Français d'abord, on fait bien. Mais c'est normal. C'est normal, c'est leur pays. C'est leur pays. Mais quand ils voient rien parler, oh, il est xénophobe, il est ceci. Oh, je sais pas. On prie Dieu qu'on s'en sorte et puis qu'on se mette les mains dans la main, mais il y a trop de choses à dire. Bon, tout ce que je peux dire, il faut un patriote à la tête du pays. Il faut un patriote à la tête du pays, sinon on va aller de mal en pire. Tu vois, quand tu regardes à l'horizon, il n'y a plus d'avenir pour nos enfants. Il n'y a plus. Sérieusement, il n'y a plus. Ils ont tout pris. Il n'y a plus rien ne nous appartient. Aujourd'hui, tu n'es même pas fier de te taper. Je t'assure, ça ne faut pas rire. Avant, quand on dit Ivoirien, quand tu te tapes la poitrine, on dit ouais, Ivoirien passe. Ivoirien. Mais aujourd'hui, c'est plus rien. Hein. Dans la sous-région, quand tu dis Ivoirien, on dit, si on ne te dit pas Oubi, on te dit, oh, vous là, c'est Libanais qui tout. On ne nous respecte plus. On n'a plus de dignité à l'extérieur. On est seul dans notre drap. Et puis, donc, bon, je vais te laisser finir. Et puis, bon, vraiment, dis-moi, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Je te confirme qu'on va s'en sortir. Je te confirme à 1000% qu'on va s'en sortir. On continue le combat. Voilà, donc je vais te laisser. Il y a des personnes comme toi. Il y a des personnes comme toi. Il y a des personnes comme Madame Bamba. Il y a des personnes comme acheter, j'essaie de t'inviter. Il y a des personnes comme oula, voilà que je vois pas là. Il y a des personnes comme Eo Kofi qui n'est pas là, qui n'est pas monté. Il y a des personnes comme consultant. Il y a des personnes comme Piou, Rosie, toutes ces personnes-là. Moi, je suis convaincu à 100%. C'est bizarre, acheter. Pourtant, je t'envoie. Je suis convaincu. Je suis convaincu que nous sommes dans une phase de changement. Maintenant, il faut qu'on se parle. La parole. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi, je vais te poser une question vite. Excuse-moi, il y a quelque chose qui me tourne. Je voulais te demander.
De la manière le gars là, il fait les charités. Je sais pas pour comparer hein, le Libanais là, comme j'oublie son nom, Hassan, il fait les charités. Est-ce que, excuse-moi, ça c'est une question qui me fatigue. Parce que nous, on est devenus tellement bébés que quand on fait tellement pitié, quand tout le monde nous aide, on s'en fout, on prend. Mais est-ce que dans un pays normal, ce qu'il fait là, c'est normal? On ne devait pas enquêter parce que souvent c'est bien faire la charité, mais est-ce qu'on sait où viennent les fonds? C'est normal, juste pour demander, est-ce que c'est normal? Alors, je me permets de dire un petit truc sur ça. Ça me permet. Je pense bien que si les gars du GAFI, là, s'ils font vraiment leur travail, ils vont passer des vérifications pour voir d'où viennent ces fonds qui font faire ces dons-là. Point. Ok. Bon, alors, c'est ce qu'on appelle, la philanthropie. Je peux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il vient de dire, à ce qu'il vient de demander. Bon, rapidement. Ce que je voudrais dire, c'est que pour ce que je sais, au tout début, vraiment au tout début, c'est la cotisation de la communauté libanaise. C'est-à-dire au tout début, ils partaient voir ceux qui étaient dirigeants de société, qui étaient vraiment des businessmen, qui étaient établis, qui sont établis ici et qui connaissent nos réalités. Ce sont eux qui faisaient ces dons-là pour pouvoir aider les personnes. Ce n'était pas seulement les Ivoiriens qui l'aidaient. Il aidait aussi même les Libanais qui venaient aussi, qui étaient dans la précarité. Parce que parmi eux, il y a beaucoup aussi qui sont dans la précarité aussi, je vous le dis. Donc, c'était des dons qu'il assemblait et qu'il prenait pour aider les gens. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas c'est à quel niveau, mais pour ce que je sais, au tout début, c'était véritablement des dirigeants de société qui l'aidaient dans cette aide humanitaire-là. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci. Mais c'est ce que je t'entends de dire, cher ami, c'est ce qu'on appelle, d'accord, on appelle la philanthropie. Maintenant, est-ce que c'est ce que j'évoquais sur le cas de la Côte d'Ivoire? Notre réel problème aujourd'hui, c'est la corruption. Parce que faut savoir, c'est pas moi qui le dis, Monsieur Epiphane Zorobi-Balo, lors d'une conférence, avait indiqué qu'on perdait plus de 1200 milliards de francs CFA dus à la corruption. Est-ce que nos instances de contrôle contrôlent véritablement, savent véritablement d'où ces dons proviennent? Ça, c'est une grande question. Je n'ai aucun résultat d'une enquête. Je ne me permettrai pas aussi de semer le doute sur ce qu'il fait. Je sais qu'il est avec les vagabonds de la solidarité ou de quoi là, son truc là, mais c'est de la philanthropie. Moi, je suis pas trop partant pour des philanthropes s'il n'y a pas de suivi. Ou dans certains pays, on a eu, par exemple, avec Coluche, on a eu, comment ça s'appelle, les Restos du Cœur. On avait avec l'abbé Pierre aussi son association et autres, d'accord. Mais c'était avec l'État. L'État régulait tout cela. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quelqu'un peut se lever, faire des dons partout. Tout le monde ne fait que dire merci. Mais c'est vrai que pour un État, il faut vraiment un élément de contrôle et de régulation par rapport à cela. Mais aussi, surtout, ça révèle quelque chose, c'est que nous-mêmes dans le public, parce que l'État aussi, c'est l'État, c'est vous et c'est moi. Alors, que font nos hôpitaux? Que font aussi nos instances dans le social? Parce que Emmaüs, merci à Ivo 225 pour l'abbé Pierre, ça révèle derrière aussi quelque chose qui n'est pas véritablement sain. Moi, je trouve ça malsain parce qu'avant, il n'y avait pas assez de philanthropes en Côte d'Ivoire qui étaient aussi médiatisés et autres. Mais je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est très important et je tenais à rajouter. Alors, on va aller rapidement. On a Rosie. Rosie, bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Rosie, oui. Comme Madame Bamba, vraiment en tant que femme aussi, j'ai pleuré. Je ne fais que pleurer. Je me sens, en tant qu'Ivoirienne, je me sens impuissante. Quand tu regardes ton pays, tu te sens juste impuissant. Bon, tu regardes, tu sais pas ce que tu vas faire. C'est ce que moi je peux dire vraiment. On compte sur vous les hommes d'abord, sur tous les Ivoiriens, sur vous les hommes comme toi, les hommes, on compte sur vous. Sur les intellectuels que vous êtes, on compte sur vous parce que c'est vous qui allez faire la Côte d'Ivoire de demain. On était là, on a accusé le président Houphouët-Boigny, il est parti, il a fait son temps. Monsieur Henri Konan Bédié, le président, il a fait son temps, il est parti. Même ceux qui sont là, ils sont en train de partir. On a beau faire, on entend accuser le président Alassane, le président Gbagbo, Madame Bédié, comment il s'appelle là? Madame Simone Gbagbo, tous ceux-là, ils ont fait le temps, ils sont en train de partir. Mais et nous,
est-ce qu'il y a quelqu'un pour prendre la relève? Moi, en fait, c'est ça qui me fait pleurer. On va beau accuser, Gbagbo a fait ça, on veut pas 4e mandat, on veut pas ça. Ok, de toutes les façons là, vu leur âge là, c'est les gens, ils sont déjà presque à la porte. Mais est-ce qu'il y a une relève? Est-ce qu'il y a la relève? C'est ça même qui me fait pleurer. Est-ce qu'il y a la relève? Et quand je dis relève, les intellectuels ne manquent pas, hein, comme vous. Ils sont comme beaucoup d'hommes que je vois. Les intellectuels ne manquent pas. Mais est-ce qu'il y a vraiment la relève? La relève, c'est quoi pour moi? C'est le changement de mentalité. C'est le changement de mentalité. Est-ce qu'on est prêt à changer nos mentalités? En fait, c'est tout ça qui fait pleurer. Aujourd'hui, on va parler des Libanais. Ils sont comme ça, on vient, on parle. Comme tu l'avais dit, on parle avec beaucoup d'émotion. Ok, c'est bien vrai. Mais dans la pratique, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un jeune? Est-ce qu'il y a une femme? Moi, je parle des hommes, mais est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pour prendre la relève, la relève? Est-ce qu'il y a non? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour se sacrifier? Sinon, ils sont partis, ils sont partants. Madame Gbagbo, elle a fait pour elle. Elle a été jeune, elle a été combattue, elle entend de partir. Même Blé Goûté, tous ceux qui sont là actuellement, même tous ceux-là, je n'ai pas envie de citer, mais ils sont en train de partir. Eux, là, ils sont déjà à leur fin. Mais est-ce qu'il y a la relève? Ou mais la relève, là, c'est les Libanais, là? Ah, peut-être qu'ils sont eux la relève. Je sais pas. Moi, j'ai pleuré. Il y a un ami, là, qui dit que sa femme était hospitalisée même, là. À cause de ça. Elle supporte pas tout ce qui se passe. Ça fait pleurer. Moi, ma solution, là, vraiment, l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Dans la loi, il y a non. Mais est-ce que c'est appliqué? Est-ce que c'est appliqué? Il faut l'éducation. La société européenne, nous sommes là. Le système a été bien grâce à l'éducation. Et puis, les lois, là, il faut qu'on essaie d'appliquer les lois. On dit l'éducation gratuite, obligée, mais on l'applique pas. Il faudrait que nous autres, on soit éduqués. Ça, c'est un premier. Oui. Deuxièmement, là, il faudrait vraiment là, le changement de mentalité. Et tout ça aussi, là, où ça se passe, à l'école. Il faudrait, pour moi, là, il faudrait que on puisse, vous, monsieur Enzan, c'est ça, non, si je prononce, vous pouvez définir, parce que vous êtes intellectuel, vous devez définir c'est quoi être ivoirien. C'est quoi être ivoirien? Quelle sera l'identité de l'ivoirien? Vous devez définir ça. Et là, j'appelle tous les intellectuels. Je n'appelle pas tous ceux qui insultent. Tous ceux qui font quoi du toy-boy. Parce que ceux-là, ils sont en train de partir. Comme je vous dis, je vais m'arrêter là. Tous ceux qu'on a vus depuis 90, y compris RHGP, Alassane, Gbagbo, Madame Simone, Bleu, tous ceux-là, ils sont en train de partir. Même l'autre là, GPS, comment il s'appelle? Sorogium, tous ceux-là, je vous dis, ils sont en train de partir. Est-ce qu'il y a une relève? Donc, c'est ça. Il faut qu'on pense à ça. Je m'arrête là. Sinon, l'histoire des Libanais, là, on va beau parler. Est-ce qu'on est prêt à changer notre mentalité? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Il y a trop de choses à faire dans ce pays-là. Quand l'autre était venu, là, il a parlé de « et ». Il faut un « et ». Le « ou » là, ça ne nous arrange pas. Parce qu'on est encore un peuple jeune. Une Côte d'Ivoire jeune. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, dans un premier temps, il faut un « et ». Un pour la présidentielle ou peut-être pour les municipales et pour les législatives. Sinon, un pour les présidentielles là. On doit commencer par là d'abord. Merci, Madame Rosie. Obligatoire jusqu'à 18 ans. Je m'arrête là pour le moment. Merci, Madame Rosie, pour le rappel des conjonctions de subordination, hein, c'est ça? Les conjonctions de coordination, de subordination, non, les conjonctions de coordination et ou, c'est ça? D'accord, donc merci, Madame Rosie, en tout cas. Et puis, c'est une belle question. Je pense que merci de m'inspirer parce que est-ce qu'on peut parler d'une relève aujourd'hui ivoirienne? Est-ce que la relève est due à un